Hello, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des différentes spécialités du concours de l'internat. Alors juste avant de commencer, je vous conseille la chaîne YouTube de l'ISNI, l'un des plus gros syndicats des internes de France. Ils ont fait des petites conférences, des grosses conférences spécialité par spécialité, ils ont appelé ça des webinaires, où en fait ils invitent des internes de différentes villes sur une spécialité bien particulière et derrière ils discutent, ils posent des questions et les internes ont l'occasion de raconter leur expérience personnelle, quotidienne, comment ça se passe, les conditions de leur formation. Et forcément nous, quand on est des nouveaux internes, des néo-internes ou qu'on est pendant l'externat ou même dès la deuxième, troisième année de médecine et qu'on s'intéresse aux différentes spécialités, c'est vraiment super intéressant d'avoir l'expérience rapportée par des gens qui vivent ça vraiment directement au quotidien. Alors moi ça m'arrange, je suis assez content parce que à la base j'avais prévu de faire des vidéos pour chaque spécialité, de chercher des gens, de faire des mini-interviews, etc. Mais ça demande un travail colossal, une grosse organisation, un bon gros réseau, du temps aussi. Et donc je pense que l'ISNI a fait ça bien mieux que moi ce que je pourrais faire. Ce qui m'empêchera pas de faire des vidéos pour présenter le programme de chaque spécialité, le programme en tout cas pour les ECN et parler de mes expériences de stage par exemple. Et puis surtout comme je vais faire la médecine vasculaire, j'aurai l'occasion aussi de bien présenter cette spécialité. Bon voilà, la pub c'est fini, c'est terminé, on attaque tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Alors bon, c'est parti, on attaque tout de suite. Vous allez voir que j'ai divisé les différentes spécialités, je les ai un peu classées. Et je suis allé aussi sur le site du CNG pour aller voir le rang limite moyen des 5 dernières années. Donc je les ai toutes additionnées puis divisées par 5. Donc ça vous donne à peu près une idée à quel point c'est demandé, si c'est difficile à avoir ou pas. Sachant qu'il y a quand même certaines spécialités où des fois ça peut varier d'une année sur l'autre de 500 places. Donc c'est vraiment la moyenne des 5 dernières années. Et non plus, ne vous dites pas « Ah, c'est une spé qui est classée dans les derniers prix, c'est facile à avoir ». En fait, il y a très peu de différence entre celui qui est 2000 et celui qui est 6000. Et c'est que à partir des 1500 premières places où il y a vraiment une grosse courbe qui augmente. Et à partir des 6000, 6500 où ça commence vraiment à baisser au niveau des notes, vous voyez, ça fait un gros plateau. Et tout au début, une grande pente et tout à la fin une grande pente aussi, et c'est vraiment le dernier prix du dernier prix, donc c'est à dire qu'il a pas sa ville, il a pas le choix en fait, alors que donc mieux on est classé, mieux on peut choisir la ville et la spécialité. Donc alors on commence tout de suite par les spécialités de laboratoire ou les spécialités qui sont un petit peu moins cliniques, on va dire. La première c'est l'anapath, l'anatomie et la cytologie pathologique. Rang limite de à peu près 5000. Donc en fait je connais pas trop parce que on passe pas en stage dans ce service là, il faut faire une demande de stage hors liste. Du coup il y a pas mal de spé qu'on connaît pas trop. Alors à quoi ça sert l'anapath? Donc c'est l'étude des cellules, des tissus, et ça se passe surtout, c'est lié avec la chirurgie. Quand on a des cancers ou quand on retire certains organes, on veut savoir si c'est sain, si c'est pas sain, s'il y a un problème d'organisation dans la cellule. Et donc on envoie les pièces opératoires à l'anapath qui nous renvoie derrière le résultat en nous disant c'est bien, vous avez coupé dans des marges saines, donc vous avez retiré la totalité de la tumeur par exemple. Bon, personnellement l'anapath et l'UE2 c'était pas trop ma tasse de thé en PACES. Alors après vous avez la biologie médicale qui pour le coup se remonte à 8500. L'avantage de la biomed c'est que vous avez une qualité de vie qui est vraiment géniale de ce que les internes m'ont dit. C'est assez varié, sachant que vous avez de la biochimie métabolique, d'ailleurs j'y suis passé en stage hors liste, j'en ferai peut-être une vidéo à l'occasion. Vous avez de l'hémato, vous avez de la virologie, c'est assez varié, il y a moyen de faire des carrières hospitalo-universitaires, donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont passionnés, à savoir que les internes de pharmacie peuvent aussi devenir internes de biologie médicale, donc on se retrouve avec des internes qui viennent de pharmacie et d'autres qui viennent de médecine. Vient ensuite la santé publique, donc pareil, ça aussi c'est des stages qu'on connaît pas trop, mais bon je suppose que derrière on peut devenir épidémiologiste, on peut travailler dans toutes les grandes agences de santé, donc les ARS ou les agences gouvernementales au niveau de l'État. Bon c'est pareil, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas. Je pense qu'on peut aussi devenir par exemple médecin conseil de la Sécu, etc. Vient ensuite la médecine légale et l'expertise médicale, donc
Là, pas besoin de faire un procès justement, j'y pense. Pas besoin de vous décrire le tableau, hein, c'est comme dans les séries, c'est le médecin qui va analyser les morts, ou même pas forcément que des morts, des cadavres, ça peut aussi être des traces de coups, des traces de blessures, etc. Bon, bah pourquoi pas. En sachant qu'à l'ECN, la médecine légale, c'est une toute petite matière, mais qui peut rapporter vraiment pas mal de points, tout comme la santé publique. C'est une matière aussi il y a rarement des dossiers entiers, sauf que nous, cette année-là, on a eu la moitié d'un dossier sur la santé publique, mais dans ces deux spé-là, il y a souvent des petites questions qui traînent à droite, à gauche, à la fin d'un dossier, dans les QI, etc. Donc ça vaut vraiment le coup de bien maîtriser ces matières. Vient ensuite la médecine du travail. Donc la médecine du travail, on peut travailler un peu partout, c'est une spé qui est assez cool, qui est assez variée, parce que quand vous êtes dans une entreprise, eh bien vous allez recevoir les salariés pour la prévention, pour l'accompagnement, pour s'ils ont des soucis et qu'ils ont besoin de vous en parler. Vous allez aussi faire des visites de contrôle, vous allez évaluer les conditions de travail dans l'entreprise et donc faire des visites et voir comment ça se passe. Si un salarié a un arrêt maladie ou il y a des visites de reprise, de pré-reprise. Si un salarié a une invalidité, c'est vous qui allez être capable de dire s'il est apte ou pas à son poste, de proposer des adaptations de poste à l'employeur. Et vous pouvez travailler soit directement recruté par une entreprise, soit directement dans un cabinet général, et puis les entreprises envoient leurs salariés dans votre cabinet, enfin votre structure de médecine du travail. Et pareil, la qualité de vie est assez bonne en tant qu'interne, mais aussi en tant que médecin. C'est sûr que vous n'allez pas gagner des milliers, mais vous allez avoir une bonne qualité de vie, un métier assez varié, donc c'est une spé qui mérite d'être découverte. Et pareil, à l'ECN, ça rapporte pas mal de points, alors que c'est une toute petite matière. On passe ensuite aux spécialités médicales hospitalières, la médecine d'urgence. C'est surprenant, moi, ça remonte très loin. Après, ça dépend vraiment des villes. Les urgences, on y est tous passés en tant qu'externe. Enfin, c'est un des stages obligatoires ou alors réanimation. Et ce qui est bien, c'est que comme vous voyez, c'est très varié. Bon, vous n'êtes pas tout le temps en train de sauver des vies, en train de faire des massages cardiaques, etc. Mais il y a des moments d'adrénaline, il y a des moments où on fait des gestes, des poses de plâtre, des sutures. Enfin, on est toujours aussi dans l'ambiance hospitalière. Et finalement, de ce que les internes m'ont dit, il y a quand même une qualité de vie assez correcte. Bon, on fait des gardes, de la pression, et puis le monde des urgences, c'est vraiment la réalité de la population, de toute la population en plein fouet. Vous avez plein d'imagerie, plein de radios à interpréter, des scanners. Vous pouvez faire des échographies d'évaluation de premier niveau, parce qu'il y a, je crois, 3 niveaux dans l'échographie. L'avantage des urgentistes, c'est qu'ils sont aptes à faire des formations pour apprendre l'échographie sur tous les appareils de rang 1. Pour faire une première évaluation, c'est vraiment sympa. Donc une spé qui est une très belle spé. Ensuite, il y a l'anesthésia, ça remonte à 3750, donc pas évident à avoir. Franchement, tout ce qui est en dessous de 5000, c'est pas facile, hein. Parce qu'on se dit souvent, ouais, je vais bosser dur et tout, je vais au moins réussir à être dans la première moitié du tableau, vu qu'il y a à peu près 9500 candidats chaque année, donc être dans les 5000 premiers, c'est facile. Non, c'est pas facile. Il faut pas, entre guillemets, se surestimer, il faut vraiment savoir que, il faut le mériter, entre guillemets. Donc l'anesthésia, la médecine interne et l'immunologie clinique. Donc la médecine interne, c'est un peu la médecine générale de l'hôpital, où tous les trucs qu'on comprend pas, les maladies rares, les maladies auto-immunes, les vascularites, et c'est bien, c'est une spécialité qui est très transversale. Les internes et les chefs de médecine générale, de médecine interne sont parmi les plus calés, parce qu'ils voient de tout en fait. Nous, dans mon hôpital, la médecine interne, elle est divisée en plusieurs secteurs. Il y a de la médecine interne gériatrique, il y a de la médecine interne vasculaire, il y a de la médecine interne immunologie, il y a de la médecine interne hématologie, et on voit pas mal de cancérologie aussi. C'est ultra varié, et donc ça nécessite d'être très stimulé intellectuellement et d'avoir bien de bonnes connaissances théoriques et pratiques, et ça c'est vraiment une spé qui est super cool si on aime bien réfléchir, si on est passionné par la médecine. Après, l'inconvénient de toutes ces spécialités là que je suis en train de vous présenter, les spécialités médicales hospitalières, c'est qu'on est un peu coincé à l'hôpital. C'est difficile d'avoir son cabinet à soi ou de vouloir sortir de l'hôpital ou voire même du CHU. Alors avec une petite exception pour les anesthésias. Donc là, la médecine intensive et de réanimation, 4800. En fait, la différence entre anesthésie réanimation et médecine intensive de réanimation, c'est que l'anesthésie réanimation, il y a aussi la partie chirurgie. Donc vous voyez, quand vous êtes en train d'être opéré, il faut qu'il y ait un anesthésiste qui vous endorme si vous faites une anesthésie générale, ou dans toute l'opération, il surveille vos constantes vitales.
il vous évalue, il surveille que l'opération se passe bien et après il vous réveille. Et derrière, vous êtes parfois, si c'est des grosses opérations, par exemple des opérations du cœur, vous passez en réa-chircard. Et pareil, c'est encore des anesthésistes réanimateurs. Donc il y a les réa-chir, puis ensuite il y a les réamed. L'anesthésiste réanimateur, il peut travailler un peu partout. Alors que le médecin intensif de réanimation, lui, va vraiment plutôt être dans juste la partie réa et pas trop la partie chir, donc réamed, éventuellement réa-chir. Je crois qu'ils ont des stages aussi en réa-chir. Et là, on se concentre vraiment sur l'aspect sauver des vies de malades qui sont très lourds. Donc forcément, quand on est en réa, on côtoie la fin de vie, de la mort, la souffrance. C'est pas évident. Il y a une grosse pression parce que c'est des malades très compliqués à gérer. Enfin, en fait, même la médecine interne aussi, hein, c'est tout ça, c'est des personnes qui doivent être assez calées et qui sont aussi dans l'action, dans la réflexion. Donc c'est assez sympa. Alors, on passe maintenant aux spécialités médicales. Donc tout d'abord, la gynécologie médicale. Donc la différence entre la gynécologie et l'obstétrique, par exemple, c'est une femme qui a une grossesse, on va dire que le premier trimestre, grosso modo, c'est de la gynécologie, et après, à partir du deuxième et du troisième trimestre, on est plutôt sur de l'obstétrique. La gynécologie, c'est une spécialité qui est assez variée. Moi, je me base sur ce que je connais, donc le programme de l'externat. On va avoir tous les problèmes de règles, les problèmes de douleurs pelviennes, on peut avoir des personnes qui sont en ménopause, donc toute la partie bouffée de chaleur, etc., comment régler. Il y a tous les dépistages du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, les frottis, les tests à l'HPV, c'est l'HPV virus qui donne le cancer du col de l'utérus dans la majorité des cas. Donc une bonne partie cancérologique, une bonne partie aussi de suivi de grossesse, les troubles de la fertilité. Enfin, c'est très varié, c'est assez intéressant, mais après il faut aimer. Moi, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas. Et souvent, il y a pas mal de DU de gynécologie pour les médecins généralistes. Alors après, la dermato, vous voyez, une spé qui est très dure à avoir parce que 2300 de rang moyen sur 5 ans, c'est pas évident. J'ai vu plein de médecins G, ils disaient ah vous avez des papules machin, mais je sais pas trop ce que c'est. Alors j'envoie en consulte dermato le patient et limite en fait ils prennent une photo, ils envoient au dermato et le dermato répond dans la soirée et c'est super cool. Après, vous avez l'endocrinologie, diabétologie, nutrition, ça remonte à 6100. L'endoc, c'est quoi? C'est un peu toutes les sécrétions hormonales, toutes les glandes thyroïdes, l'hypophyse, les sécrétions d'hormones hyperglycémiantes, hypoglycémiantes, l'insuline, le glucagon, la somatostatine, le cortisol par les glandes surrénales, donc toutes les insuffisances surrénaliennes, les insuffisances de sécrétion d'insuline, l'insulinorésistance avec le diabète, les adénomes hypophysaires qui sécrètent une hormone et après ça va tout dérégler dans votre corps. Donc non, c'est vraiment très passionnant, il faut être très calé sur la physiopathologie et bien connaître les effets des différentes hormones et ensuite confronter ça au tableau clinique. Après la diabétologie, c'est une spécialité, ça fait partie de l'endoc, hein, mais c'est vraiment un gros morceau. D'ailleurs vous voyez que l'item de diabéto ça fait une centaine de pages dans le collège presque. Et c'est parce que en fait tout médecin va voir à un moment ou un autre de sa vie des patients diabétiques parce que le diabète ça attaque les yeux, le rein, les petits vaisseaux, le pied, la sensibilité, les nerfs, enfin ça attaque un peu tout, donc c'est super important et c'est pas si évident à gérer parce que il faut vraiment bien tout surveiller, il faut faire les fonds d'œil annuels, il faut faire les prises de sang, etc. Donc voilà, puis les médecins nutritionnistes. Alors après vient la gériatrie, 8500, c'est dommage, c'est une spé qui est pas très demandée parce que on entend gériatrie, ouais ça fait pas rêver, mais alors qu'en fait moi je peux vous raconter plein de petites situations de stage, de petits vieux à l'hôpital qui m'ont vraiment beaucoup ému, et surtout on voit pas mal de choses, c'est très varié, donc ça touche tous les domaines. C'est une très belle spé qui concentre aussi beaucoup sur l'autonomie, comment organiser le retour à domicile, est-ce qu'il y a besoin de prendre des aides, il faut bien être sûr que le patient ne se dégrade pas au cours du séjour parce qu'il y a le fameux syndrome de glissement, la personne arrive à l'hôpital, elle ressort et elle a perdu toutes ses habitudes et toute son autonomie et après c'est de pire en pire et ça se finit en EHPAD. Donc non, la gériatrie c'est vraiment une très belle spé. Et surtout c'est une spécialité d'avenir parce que comme vous le savez la population vieillit donc on aura besoin de plus en plus de gériatres.
Vient ensuite l'hématologie, donc l'hématologie, le sang, les problèmes de thrombose, de coagulation, les hémophiles. Il y a toute une grande partie sur la cancérologie avec les leucémies lymphoïdes chroniques, les lymphomes, le myélome, etc. Bon, après, il faut être très bon en physiopathologie là aussi, parce que si vous faites des études de médecine ou de santé, vous connaissez un peu peut-être les cascades de coagulation, les différents facteurs, c'est une galère à apprendre, c'est une galère à retenir, et j'apprends, j'oublie, j'arrive pas. Mais bon, moi, comme je voudrais être interne de médecine vasculaire, et comme il y a du sang dans tous les vaisseaux et que c'est un peu partout, j'ai sûrement intérêt à réviser ma physio et mon hémato, parce que ça va être super important. Alors après vient l'hépatogastro-entérologie, donc une spé qui est assez demandée quand même, 4000 à peu près de rang limite. C'est très varié là aussi, vous avez de l'infectiologie avec les hépatites, les cholécystites, les infections digestives, vous avez pas mal de cancérologie avec tous les gens qui boivent, qui fument, les cancers de l'estomac, les cancers de l'œsophage, les cancers, surtout le cancer du côlon, là où il y a un dépistage qui est organisé, donc côlon, intestin grêle, anus, cancer du pancréas. Vous avez tout ce qui est hémorroïdes, c'est super, c'est génial. Vous avez pas mal de gestes, pas mal d'imagerie entre les entéroscanners, les coloscanners, les échographies pour voir la vésicule biliaire. Vous avez tous les problèmes de foie. Vous avez surtout la coloscopie. Donc non, franchement, c'est une spé qui est très variée, très intéressante. Il y a de la physiologie aussi, avec la physiodige. Donc par exemple, les reflux gastro-œsophagiens, on peut mettre des sondes de pH-métrie ou d'impédance-métrie, on peut voir la cinétique des troubles de la déglutition. Enfin, c'est assez intéressant et assez varié. Mais ça mériterait presque une vidéo en entier pour parler de cette spécialité-là, et c'est ce que je compte faire, présenter le programme de l'externat en présentant les spécialités. Donc l'hépatogastro, la malymphe, évidemment en ce temps de Covid, tout le monde connaît un petit peu, mais là aussi c'est une spé qui est très transversale, c'est pas que le Covid, il y a toutes les infections pulmonaires, dont le Covid, mais il y a aussi les infections cutanées, les infections sexuellement transmissibles, donc on est en lien avec la gynéco, on est en lien avec l'uro, les infections urinaires, les infections du cœur, les endocardites, on peut être en lien avec de la neuro, avec les infections du cerveau, avec comme les méningites, les méningoencéphalites. En fait, ça touche un peu toutes les spécialités. Et toute spécialité, quand il y a une infection qui est un peu grave, on va appeler l'infectiologue et on va lui raconter l'histoire. Donc il faut qu'il soit calé sur un peu toutes les spé pour qu'il puisse un peu comprendre qu'est-ce qui se passe. Et derrière, on va lui dire, mais je mets quoi comme antibiotique en probabiliste? Vous voyez, il y a aussi de la rhumato avec les infections ostéo-articulaires. Vous avez de la néphro avec l'infection des reins, la pyélonéphrite. Non, vous voyez, c'est ultra varié, on est vraiment au carrefour de toutes les spécialités et c'est très stimulant intellectuellement, mais c'est pas facile, c'est une spécialité qui est assez difficile, mais justement, il faut être au taquet sur toutes les antibiothérapies différentes et dans quel cas on les met, quelles sont les contre-indications, les indications, à quelle posologie, quand est-ce qu'on fait un relais péros, est-ce qu'on met par les veines, est-ce qu'on met par la bouche. Vous avez également toutes les maladies tropicales, les trucs un petit peu rares, etc. Non, franchement, ça mérite le détour et d'y passer en stage en tout. Est-ce que c'est telle ou telle bactérie qui va être a priori sensible à telle antibiothérapie et ensuite on fait l'antibiogramme et on voit qu'il faut adapter de telle ou telle façon? Non, c'est vraiment une spé qui est passionnante sur le plan intellectuel et qui est très variée. Vient ensuite la médecine cardiovasculaire, clairement moi c'est ma spé préférée avec la médecine vasculaire, donc une spécialité qui est très difficile à avoir, 2900 ça tape très haut. La médecine cardiovasculaire, donc tous les problèmes de circulation sanguine, artériopathie oblitérante des membres inférieurs quand on a trop fumé, les infarctus, la fibrillation atriale quand le cœur se met un peu à s'emballer, les arrêts cardiaques, l'hypertension, le cholestérol, les cardiomyopathies avec le cœur qui est trop dilaté, le cœur qui s'hypertrophie à cause de l'hypertension artérielle, donc comment traiter l'hypertension artérielle, les embolies pulmonaires. Évidemment, vous avez l'insuffisance cardiaque avec tous les différents traitements, les différentes recherches. Vous avez plein d'imageries entre les échographies cardiaques, les épreuves d'effort, de l'interprétation d'ECG.
Vous avez également des échocardiographies d'effort ou sous dobutamine. Vous avez des scintigraphies, de l'IRM, du coroscan. C'est une spécialité qui est très variée. Vous avez de la coronarographie. Vous pouvez être rythmologue, donc les problèmes de rythme de cœur, ou le tuyauteur, le plombier, on va dire. Donc les deux frères ennemis, comme on avait dit en stage, parce qu'ils sont un peu concurrence. Vous avez plein d'options pour évoluer. C'est une spécialité qui se fait en 5 ans. Je me suis assez intéressé et clairement j'adore cette spécialité. J'y suis passé 2 fois en tant qu'externe dans stage en périphérie. Alors vient derrière la médecine vasculaire, donc a priori moi c'est ce que je vais choisir. Vous voyez, rang à 4500, mais en fait si on regarde la cinétique sur les dernières années, chaque année le rang limite baisse de plus en plus, et ça va petit à petit avec le temps être juste après la médecine cardiovasculaire. Donc sûrement ça va descendre peut-être bien de 1000 places, peut-être que le dernier prix il sera 3500 dans quelques années, parce qu'en fait c'est une nouvelle spécialité. Avant, les médecins généralistes, on pouvait faire des diplômes spécifiques pour devenir angiologue ou phlébologue, mais maintenant c'est devenu une spécialité à part entière et les gens ne connaissent pas, surtout qu'il n'y a pas de stage de médecine vasculaire en tant que tel. Il faut passer en médecine interne dans le secteur médecine vasculaire, ou des fois il faut passer en chirurgie vasculaire avec le secteur médecine vasculaire qui est accolé, mais il n'y a pas possibilité de choisir médecine vasculaire, donc les gens ne connaissent pas, et c'est pour ça qu'en fait c'est pas encore trop demandé. C'était le bon plan, parce que c'est quand même plus simple à avoir que cardio, alors que c'est très intéressant et c'est très transversal. Moi c'est ce que j'adore, c'est la transversalité, c'est le fait que on a des vaisseaux dans tout le corps entier. Forcément on va être très stimulé intellectuellement parce que on va avoir plein de choses variées, et comme en plus on est un sous-secteur de la médecine interne, ça permet d'être un peu interniste, donc d'avoir ce côté réflexion, variété. Bien sûr c'est orienté vasculaire, mais pas que. Vous avez évidemment l'embolie pulmonaire, l'hypertension. On est beaucoup spécialiste des embolies pulmonaires à long terme. Est-ce qu'on arrête ou pas l'anticoagulation? Est-ce qu'on met tel ou tel type d'anticoagulant? Est-ce qu'on doit continuer? En général, les médecins peuvent se débrouiller, mais en fait, il y a des cas limites entre les recommandations, et dans ce cas-là, ils envoient au médecin vasculaire. C'est un cursus assez intéressant, ça se fait en 4 ans. Et surtout, après, on peut décider de bosser à l'hôpital, on peut décider de bosser chez soi dans un cabinet, on peut faire de l'imagerie. On a un assez bon salaire, une qualité de vie qui est très confortable. L'internat par rapport à la médecine cardiovasculaire, par rapport à la cardio, donc il est vraiment plus cool. La cardio, on est très sous pression, alors qu'en médecine vasculaire, on peut souffler quand même un petit peu plus, même si on prend quand même en charge des pathologies graves, et faut pas confondre un internat tranquille avec des sous-médecines, je veux dire. Donc voilà pour la médecine vasculaire. Moi je dis, j'adore cette spé aussi. C'est ma spé préférée avec la cardio, et encore heureux vu que c'est ce que je pense choisir. Donc, deuxième partie des spé médicales, la médecine générale. Plus générale que ça, vous mourrez, mais en fait c'est l'aspect la plus difficile selon moi, et qui est pas assez reconnu et mis en valeur, parce que c'est beaucoup plus simple d'être à fond sur un collège, sur 500 pages, de tout connaître par cœur, que de connaître à peu près bien l'ensemble de la médecine. C'est tellement vaste, les gens peuvent venir pour n'importe quelle raison. Il faut vraiment être bon, savoir de quoi on parle, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe aux patients, être capable de déchiffrer les courriers de sortie d'hospitalisation, et pour ça il faut être tout le temps en train de se former, de continuer la formation continue. Moi ce stage de médecine générale, c'est un des plus beaux stages que j'ai pu faire. En fait mon top 3 c'était médecine cardiovasculaire, médecine vasculaire et médecine générale. Je suis ressorti de ce stage avec des étoiles dans les yeux. Mes maîtres de stage étaient géniaux, super humains, empathiques. J'ai appris plein de choses à leur côté, la communication, l'attitude, les connaissances. Je suis allé dans les EHPAD, on a fait des visites à domicile, le tout en vélo, parce que vive le sport et vive la planète. Donc non, franchement c'est une très belle spé, avec plein de DU, plein de choses, plein d'orientations différentes et de façons de travailler. Chaque médecin, on dit que chaque médecin généraliste a sa patientèle qui lui ressemble en fait. Donc voilà, franchement c'est une très belle spé, ça mérite son rang d'honneur que je lui donne. On vient ensuite avec la médecine physique et de réadaptation, la MPR, rang limite 6800 en moyenne. Donc c'est une spécialité qui est très peu connue des étudiants, mais qui est très intéressante. On travaille avec plein de spécialités différentes. Par exemple les urologues pour faire des bilans aérodynamiques, on peut travailler avec des orthopédistes, on peut travailler avec des neurologues. Alors pourquoi ? C'est par exemple tous les gens qui ont été amputés et qui derrière doivent réapprendre à marcher avec une prothèse, qui ont été amputés d'un bras. On travaille avec des ergologues,
des kinés. Ça se passe en fait dans des centres où les patients viennent après la phase aiguë récupérer et réapprendre à vivre au quotidien avec l'handicap. Alors pourquoi je disais des neurologues? Parce que par exemple, il y a plein de gens qui vont faire des AVC et qui derrière auront des séquelles et devront apprendre à vivre avec leurs séquelles, et dans un premier temps, le but c'est d'essayer de les réduire le plus possible. Puis une fois qu'on a réussi à réduire au maximum de ce qu'on pouvait faire, d'apprendre aux gens à trouver des moyens de vivre avec ces handicaps. Alors derrière, ça peut être des handicaps moteurs, ça peut être des handicaps de langage, des handicaps physiques, de sensibilité, etc., etc. Et aussi, en tant que médecin physique et de réadaptation, vous avez accès au diplôme universitaire de médecine du sport, par exemple. Donc ceux qui aiment bien le sport, c'est pour vous, allez-y, foncez. Donc voilà. Derrière, on arrive avec la néphrologie, rang limite 4150 en moyenne, une spé qui est donc pas évidente à avoir, et il faut être très bon. Là aussi, la néphrologie, c'est un peu au carrefour de pas mal de spécialités différentes, d'adapter la posologie. Le rein qui est aussi en lien avec le cœur, donc l'insuffisance cardiaque, et derrière on a des œdèmes, et il faut savoir si ces œdèmes ils proviennent du poumon, du cœur, d'une infection, du rein, etc. Donc c'est très intéressant. Là aussi il faut être calé en physiopathologie parce que le rein c'est très complexe comme organe. Vous allez avoir aussi beaucoup de suivi de greffes par exemple, parce que les greffes du rein c'est une des greffes les plus importantes en France, et forcément vous allez avoir toutes les différentes maladies qui peuvent attaquer le rein, les vascularites, les glomérulopathies. Est-ce que ce sont des glomérulopathies qui sont d'origine vasculaire, tubulaire, glomérulaire? Quel traitement, dans quelle situation, comment on surveille, etc. C'est une spécialité qui est très complexe, qui est très intéressante. Derrière, la neurologie à 4000, donc la spécialité, une des spé les plus difficiles qui puissent exister. Mais une fois qu'on maîtrise le programme et qu'on maîtrise le sujet, ça devient absolument passionnant. Il faut être au taquet sur la clinique, être capable de réfléchir. On a un déficit ou une lésion à tel endroit, ça va donner telle conséquence sur tel côté, droite ou gauche. Donc il faut savoir jongler mentalement. Donc forcément, la neurologie, tous les nerfs, toutes les voies motrices ou de la sensibilité, qu'elle soit consciente ou inconsciente, les problèmes auto-immuns, etc. Et en fait, il faut savoir être capable de trouver une cause. Est-ce que c'est lié à l'alcool? Est-ce que c'est lié au diabète? Est-ce que c'est lié à un problème auto-immun, etc. Le syndrome de Guillain-Barré, les lombosciatiques, donc c'est en lien aussi avec la rhumatologie. Donc c'est une spé qui est très vaste, qui est très intéressante, mais qui est très complexe. Derrière ça, on arrive avec l'oncologie, donc la spécialité des cancers. Donc là encore, une spécialité les plus transversales qui soit, parce qu'on peut avoir des cancers d'un peu près tout. Chaque spécialité vient vers toi pour avoir la démarche à suivre. Tu fais beaucoup de réunions, de concertations pluridisciplinaires pour élaborer un traitement et un programme de soins. C'est une spécialité qui est assez difficile aussi sur le plan humain, parce que c'est des personnes qui vont avoir des pathologies chroniques, qui sont stressantes, qui sont invalidantes, avec des traitements très lourds, des situations de fin de vie, de médecine palliative. Les traitements sont toujours très complexes et très compliqués, parce qu'il y a toujours des nouvelles découvertes, donc il faut se tenir au courant. Moi je me souviens qu'une fois, c'était en pédiatrie, j'avais vu aux urgences PED les internes d'hématopèdes qui étaient sur la partie cancéro de hémato, ils arrivaient et ils expliquaient leurs patients aux internes d'urgence qui allaient faire la garde la nuit, et moi en fait je comprenais que dalle. Donc l'oncologie c'est une spécialité qui est aussi très pointue, que ce soit sur le plan des traitements, sur le plan de la clinique, et sur le plan du suivi thérapeutique. Elle se divise en deux parties, l'oncologie médicale et l'oncologie dans le sens radiologie. Est-ce qu'on va faire des rayons pour la radiothérapie pour éliminer les tumeurs. Donc derrière, on arrive avec la pédiatrie. Donc pareil, là aussi une spécialité très vaste, parce que comme les adultes, la pédiatrie ça peut tout englober. Quoi? J'ai dit comme les adultes? Mais honte à moi! Sachez que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Bon, forcément, les enfants, faut avoir de la patience, parce que quand ils veulent pas se laisser examiner, c'est pas toujours évident. Mais les enfants, ça peut être aussi les ados, les petits adolescents, les jeunes enfants, les nouveau-nés. Donc c'est très différent, c'est limite, il y a plein de sous-spécialités. C'est très intéressant, mais il faut aimer les enfants.
Évidemment derrière on arrive à la psychiatrie, donc rang limite 8500, donc là bon c'est un peu particulier, moi j'y suis déjà passé en stage, il faut aimer. Ils m'ont dit la psychiatrie vous allez toujours rencontrer des patients qui auront des problèmes psy dans tous les cas, donc c'est important quand même de bien maîtriser le programme et de connaître un peu les différents troubles qui existent. Donc les patients bipolaires, les déprimés, les mélancoliques, les gens qui vont avoir des troubles de la personnalité, d'autres qui vont être schizophrènes, d'autres qui auront des bouffées de délirantes. C'est une spécialité qui est un peu peut-être mal vue, mais on a vu que avec le Covid, la santé mentale, c'était de plus en plus important en fait. Il faut savoir que la psychiatrie est quand même assez sous-dotée, alors elle n'a pas la place qu'elle mériterait. Et pourtant, la santé mentale, c'est aussi, ça ne se voit pas forcément, mais c'est tout aussi important que la santé physique. Quand on va pas bien et qu'on a du mal et des difficultés, on peut pas vivre et on peut pas être productif et on peut pas construire sa vie. Et alors que si on est bien pris en charge avec un bon traitement, que ce soit médicamenteux ou pas médicamenteux, les deux peuvent se cumuler et s'associer. Il y a des schizophrènes qui peuvent tout à fait être insérés dans une société, dans la société, malgré leurs troubles, ou des gens qui vont être très dépressifs, mais une fois qu'ils seront bien pris en charge, ils pourront continuer d'avancer et construire leur vie et puis aller de mieux en mieux. Donc c'est une très belle spé et qui est très utile. Et voilà, comme la médecine générale, ça mériterait d'être mieux considéré, encore mieux considéré que ça l'est actuellement. Ensuite, la pneumologie, avec le Covid, voilà, mais tous les gens qui ont fumé, les BPCO, les personnes asthmatiques, les transplantations de poumons, le cancer du poumon, les problèmes de dyspnée, pourquoi est-ce qu'on est essoufflé, est-ce que ça vient du cœur, est-ce que ça vient d'un problème ORL, est-ce que ça vient d'un problème pneumo, donc avec les explorations qui vont avec, donc pas mal d'imagerie, pas mal de physio, donc une spé assez intéressante. La rhumatologie, là j'y suis passé en stage, j'ai adoré, clairement j'ai adoré, c'est une des spé les plus transversales qui existent, il y a de l'infectiologie, il y a le côté humain, le côté empathique, le côté pathologie chronique, le côté psy avec les gens qui ont des maladies chroniques, mais en fait est-ce que ça vient vraiment de la tête ou est-ce qu'ils ont vraiment un souci, il y a de la neuro avec la lombosciatique, il y a de l'infectio avec du coup les infections, les spondylarthrites, les infections ostéo-articulaires, il y a de la cancérologie avec tout les cancers des os, il y a de la médecine physique et de réadaptation, donc on travaille un peu au carrefour de plein d'autres choses. Il y a aussi de la gériatrie avec l'ostéoporose, bien sûr tous les rhumatismes divers et variés, et donc on est un peu au carrefour aussi avec de la médecine interne, donc plein de spé, plein de choses à voir très variées. Je vous ferai une vidéo, un de ces quatre, pour vous présenter plus en détail la rhumato, parce que j'ai vraiment beaucoup adoré. C'était, si j'avais pas médecine vasculaire, j'aurais tenté de demander rhumato, je pense. On passe à la partie imagerie, donc la médecine nucléaire en fait, du coup c'est vraiment les rayons, la radiothérapie, aussi du coup les scintigraphies, enfin il y a plein de, donc c'est des techniques assez pointues, vous voyez c'est très demandé quand même, 3500, l'imagerie médicale et la radiologie 3150, donc encore plus dur à avoir, les spé médico-chirurgicales, donc l'ORL. En fait, ces spécialités-là, il y a une partie médecine, une partie chirurgie, donc si vous allez en stage, vous verrez un peu des deux, donc c'est assez intéressant. Plein de cancers ORL avec tous les gens qui fument, donc il y a plein d'opérations à faire, ça peut être aussi les problèmes de saignement de nez, ça peut être des problèmes de voix, des problèmes d'essoufflement aussi, est-ce qu'on a un problème aussi à la corde vocale, est-ce qu'on a du mal à respirer sur une cause ORL, toute la partie infectiologie, les otites, les angines, les phlegmons, etc. etc. Donc là aussi une spécialité qui est très variée et qui est passionnante. Derrière, on a l'ophtalmologie, là encore une spécialité, en fait j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment très transversal parce que l'œil, on le sait pas forcément, mais c'est un signe d'appel de plein de maladies de système. Donc quand on a une uvéite par exemple, ça peut être une cause infectieuse, ça peut être une cause auto-immune, est-ce que ça peut être une cause purement ophtalmologique. Donc les médecins internistes sont très souvent en lien avec les ophtalmologues. Il y a aussi de la gériatrie avec la cataracte, la presbytie. On a l'infectio, on a de la chirurgie réfractive, la chirurgie de la cataracte, on a de la neuro avec par exemple une perte de champ visuel, donc en fonction des caractéristiques
de comment c'est apparu, des signes qui sont accompagnés, est-ce que c'est de la neuro, est-ce que c'est de l'ophtalmo pur, est-ce que c'est autre chose, donc il faut mener sa petite enquête. Donc on dirait pas comme ça, mais en vrai c'est une spécialité qui est très complète et qui est très riche. Vient après l'urologie, donc l'uro, tout ce qui est infection urinaire, cancer de la prostate, problème de miction, on a du mal à faire pipi, ou au contraire on n'arrive pas à se retenir, on a des descentes d'organes pelviennes. C'est une spécialité qui est aussi médico-chirurgicale, j'y suis jamais passé en stage donc je connais pas trop, je saurais pas trop vous en dire plus. Après les spécialités chirurgicales, donc là pareil c'est pas trop ma tasse de thé, la chirurgie, désolé pour les chirurgiens et les futurs chirurgiens, mais je vais passer plus vite dessus parce que je ne connais pas très bien. Donc la chirurgie maxillofaciale qui est assez demandée, la chirurgie orale. Alors juste pour la chirurgie ACMF, donc tous les problèmes de développement bucco-dentaire, la grande partie c'est la traumatologie, donc les traumas de face avec les différentes fractures qui existent. On a un super item pour le CN qui est bien galère à apprendre avec les fractures de l'euphore, etc. Les pathologies des glandes salivaires, toute la partie cancérologie, les angiomes, les tumeurs cutanées, de l'infectiologie, des transplantations de visage, les greffes de visage, oui, c'est à la mode entre guillemets parce que c'est tout nouveau et ça a de l'avenir. La chirurgie orthopédique et traumatologique, donc les prothèses de hanches, les prothèses de genoux, les problèmes qui sont en lien avec la rhumato. Il paraît que quand on va au bloc en chirurgie orthopédique, des fois on voit les chirurgiens qui sont en train de taper comme des bourrins pour mettre des clous parce qu'il y a une fracture. Ils mettent donc ici, ils clouent, ils vissent, c'est assez impressionnant. J'y suis jamais allé parce que bon, moi j'ai jamais trop aimé l'univers du bloc et je suis pas hyper adroit, enfin ça a pas trop été mon truc. Donc la chirpède après, 4500, la chirurgie plastique, là par contre j'y suis allé en stage. On a des réductions mammaires, sachez que à partir d'un certain poids, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Tous les gens qui sont grands brûlés, on a de la reconstruction, donc par exemple avec des lambeaux de peau, on peut faire des greffes et derrière on doit prendre une artère pour vasculariser. Donc moi j'ai eu l'occasion de voir par exemple c'était un policier qui était à 150 à l'heure sur l'autoroute en train de rattraper une voiture et qui est tombé et à 150 et il s'en est sorti avec quelques fractures et des grosses brûlures et des déchirures, mais étonnamment il a quand même réussi à bien survivre et derrière il fallait vraiment récupérer. Et il nous avait raconté que il s'était sauvé parce que il avait acheté des protections supplémentaires de meilleure qualité que les protections de base que la police leur fournissait, et c'est ça qui lui avait sauvé la vie parce que l'équipement normal ça valait pas grand chose parce que la police n'a pas de sous. Donc il y a aussi chez nous la chirurgie de la main qui est dans la partie plastique parce que la chef de service de chirplastique de Monchu est au taquet là-dessus, elle est super forte, elle est ultra calée et elle a ouvert cette unité de microchirurgie de la main, des tendons quand on se coupe, etc. Et elle est une des pointures de France, donc chapeau à elle. Donc moi j'avais bien aimé ce stage et vous voyez c'est l'aspect la plus difficile des plus difficiles à voir, 1600, franchement pour le dernier prix c'est chaud. La chirurgie thoracique et cardiovasculaire, en fait c'est thoracique d'une part et cardiovasculaire d'autre part. Donc cardiovasculaire, j'y suis passé en stage, j'ai adoré voir la chirurgie. J'ai pu voir des remplacements de valves aortiques, de valves mitrales. J'ai pu voir un cœur qui était en fibrillation ventriculaire parce que pendant l'opération on arrête un peu le cœur et on fait une circulation extracorporelle dans une CEC, dans des grosses machines assez impressionnantes et le cœur qui est ensuite en fibrillation ventriculaire et le chirurgien qui fait hey, regardez l'externe, tu vois ça c'est de la fibrillation ventriculaire, le cœur il bat n'importe comment, il est pas efficace et ensuite il dit feu et ils envoient une décharge électrique pour refaire battre le cœur et on voit le cœur qui se remet à battre normalement, c'est waouh, c'est impressionnant. Et c'est des grosses chirurgies et derrière ils ont des grosses cicatrices les patients, mais voilà c'est super intéressant, donc j'ai adoré voir de quoi ça parlait. La chirurgie vasculaire, donc les thromboses d'artères, surtout les thromboses de carotide, les thromboses des artères rénales, enfin c'est très varié. Et en tant qu'interne de médecine vasculaire, nous on va avoir un stage dans la chirurgie vasculaire parce que les patients forcément c'est les médecins vasculaires qui vont les prendre en charge avant et après la chirurgie, donc c'est important quand même de savoir de quoi on parle. La chirurgie viscérale et digestive, là aussi très variée, il y a un très beau medline de chirurgie viscérale et digestive que je vous conseille vraiment. La gynécologie obstétrique, on en a déjà parlé. La neurochir, là aussi en lien avec la neuro, très pointu, très compliqué. Il y a un très beau collège avec plein de belles images et des beaux cliniques bien compliqués mais passionnants.
Et voilà, on a fini. Et stop. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo un petit peu longue mais assez générale vous a bien plu. J'ai pas détaillé toutes les spécialités dans le détail du détail. Puis j'ai surtout parlé de ce que je connaissais en fonction un peu des expériences de stage que j'avais. Mais on va reprendre sûrement chaque spécialité une par une pour au moins parler du programme ECN. Et puis si jamais je suis allé dans des stages, j'ai fait des stages pas mal de spé donc que je connais un peu mieux que d'autres. Et c'est vrai aussi qu'on choisit souvent sa spé en fonction des stages qu'on va faire pendant l'externat et même la P2 et la D1. Passer en stage à l'hôpital, voir du premier plan comment ça se passe dans les différents services, quelle spécialité, c'est quel type de pathologie, comment on prend ça en charge, bah, c'est vrai que ça joue un grand rôle. Souvent on a envie de faire une spé parce qu'on a un coup de cœur, des fois c'est parce que l'équipe a été super sympa et qu'on s'est senti bien pendant le stage et c'est ça qui nous fait aimer la spé, ou après tout simplement c'est juste des goûts personnels en fonction de ce qu'on a bien aimé bosser ou pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez salut, ciao.